Bonjour à tous, bonjour Mathilde, bonjour Claude, bonjour Simon. Je suis ravi de vous recevoir dans cet épisode de Course épique enregistré aujourd'hui le vendredi 26 août dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés ce matin Mathilde Sagne. Ça va Mathilde? Bonjour à tous et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Simon Gosselin donc. Salut. Salut Simon. Et Claude Dartois. Salut Guillaume, merci. Avec plaisir. C'est devenu un grand classique, vous l'avez compris. Course épique vous donne rendez-vous chaque jour pour une émission quotidienne jusqu'à dimanche dans le cadre de l'UTMB Mont-Blanc. Une émission qui est enregistrée au Majestic à Chamonix. Donc si vous faites partie des chanceux qui sont à Chamonix justement cette semaine, n'hésitez pas à venir assister à ces enregistrements. Ces épisodes ils seront disponibles comme habituellement et comme le veut Course épique au format podcast et également en vidéo sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Si vous voulez retrouver toute la programmation, rendez-vous sur nos réseaux sociaux où vous pourrez trouver votre bonheur et accéder à Course épique sur le format qui vous convient le mieux. Merci également une fois de plus à l'équipe de l'UTMB et puis celle du Majestic de nous recevoir dans des conditions aussi exceptionnelles. Je vous propose de démarrer l'épisode avec la présentation de chacun de nos invités du jour. Ils le savent, j'ai glissé une petite subtilité, une petite erreur dans la biographie de chacun. Je leur ai posé un peu des petites questions en amont de nos échanges pour essayer de dénicher des petites choses inattendues de leur vie. Donc je vais présenter successivement les uns les autres et il va falloir dénicher l'erreur dans la présentation, ce qui ne nous semble pas être vrai. Et ça va pas être simple. On va commencer par toi Mathilde. Tu as 26 ans, tu es née le 29 septembre à Montauban. Voilà, donc faut commencer à préparer les bougies, là c'est bientôt, c'est dans un mois. Et c'est également la date d'anniversaire de ma fille, donc c'est vraiment une date qui me tient à cœur, voilà, ça crée un lien particulier. Tu as fait tes débuts en athlé, un demi-fond, puis fond et cross-country. Là on va rentrer dans la partie palmarès. Tu as été championne de France Espoir du 10 000 mètres en 2015. Tu es récente 3e au championnat d'Europe de trail en individuel. Tu as été sur la plus haute marge du podium avec l'équipe également. Tu es championne de France en 2022. Tu t'es imposée avec 7 minutes d'avance sur la deuxième. Médaille d'argent au championnat de France de course en montagne. 3e au Trail du Ventoux. Vous avez du temps ou pas? Parce que ça va être assez long. Première de l'hivernal des Templiers, championne de France de trail long en 2021. Bref, c'est que le début et c'est déjà merveilleux. Tu as participé à l'OCC l'année dernière où tu avais terminé 2e derrière Blondine Lirondelle qui est en ce moment sur les sentiers de l'OCC. Je crois que ça se passe bien pour elle d'ailleurs. Elle était première aux dernières nouvelles. On va un peu changer de registre, ça va être assez radical même. Tu t'es déjà arrivé de te retrouver complètement à poil dans un refuge devant des touristes néerlandais. Tu peux pas envisager de t'endormir sans avoir mangé un petit carré de chocolat, c'est inenvisageable pour toi. Tu mets de la menthe à l'eau dans tes flasques, c'est ta petite botte secrète et ta potion magique. Tu as obtenu un diplôme de voyance et art divinatoire avec la mention très bien en 2019. Tu ne passes pas un été sans faire de confiture, tu adores préparer de la confiture maison. Et enfin, tu es équipé d'une montre GPS seulement depuis 2021. Il y a beaucoup de choses là-dedans, certaines quand même difficiles à croire, mais l'essentiel sont vraies, puisqu'il n'y a qu'une chose qui n'est pas vraie dans ce que je viens de dire. À votre avis? Le diplôme de voyance. Simon? Peut-être le refuge. Et non, c'est même la première chose qu'elle m'a dit, tu vois, Mathilde. Mathilde, si tu peux expliquer cette anecdote, parce que c'est ça qui est... ça, c'est vrai. Et par contre, Claude, tu as raison. Je ne crois pas que tu sois voyante, non, en tout cas. Voyance, non, pas pour moi. Et l'anecdote, j'y avais pas pensé. Je demandais à mon copain, t'as pas une idée d'anecdote? Il me dit, ah ben oui, il y a 2 semaines, on était dans un trek dans les Pyrénées. On arrive dans une cabane de berger pour dormir le soir. Et il commence à pleuvoir, mais on voulait aller se doucher dans la rivière, qui était juste à 50 mètres du refuge, on va dire. Du coup, j'y vais pour me rincer dans la rivière. Et là, il commence à grêler vraiment, vraiment fort. Donc, j'avais pris normalement mes affaires de rechange pour me changer au bord de la rivière après cette mini-douche. Mais la grêle tombant à gros grêlons, je cours vers la cabane du berger, où là, un couple de Néerlandais est arrivé et regardait depuis le perron la grêle tomber. Du coup, ils m'ont vu aussi arriver en tenue de douche, on va dire. Tu as été gêné? Oh, sur moi, c'était plus... on a rigolé, quoi, on va dire. Voilà, on est amusés. On va parler maintenant de ton parcours, Simon, avec là aussi un petit jeu d'une erreur. Tu as eu ton bac en 2013, j'ignore la mention. Tu as fait des études de STAPS à Besançon. Tu aimes beaucoup le trail et aussi le cyclisme. Tu es spécialisé dans l'entraînement sportif et l'optimisation de la performance. Tu es basé à Saint-Gervais, pas très loin d'ici, c'est ça? Non, faut pas. Je tends un piège, pardon. Faut pas que j'oriente les indices. Tu es connu tristement un accident de vélo important l'année dernière.
Tu es également dans le registre professionnel aussi cofondateur du team Matrix en 2019 et tu es responsable de la performance sportive. Silas Matrix, pardon. Tu as été sportif, tu es aussi un coureur averti. Tu as été fini 5e de la Pyramenta récemment, 10e au dernier marathon du Mont Blanc, premier Montreux Trail en 2021, Tour de la Grande Casse, pardon, le Trail du Tour des Fils, Verbier-Saint-Bernard, et tu as loupé d'un cheveu le podium de l'UTMC, le célèbre Ultra Trail du Mont Chauve. Dans le cadre de l'UTMB, tu as fini 12e de l'OCC, 106e l'année précédente, pardon. Et quand tu étais petit, tu voulais devenir non pas cofondateur d'une team running, mais conducteur de train. Alors, pas que je pense que c'est pas possible, mais peut-être le bac, c'est ce que j'ai retenu, c'est la première, le bac à 13 ans. 2013. Ouais. Pardon, je pensais que c'était 13 ans. Bah non, alors non, je connais pas ton âge, Simon, alors je veux pas m'aventurer là-dessus. Précoce, oui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? C'est sur les courses. Je vous donne un petit indice, j'ai inventé une course. Non. Il a loupé d'un cheveu l'UTMC, l'Ultra Trail du Mont Chauve. Voilà. Non. Le Mont Chauve. Exactement. À toi, Claude. Tu as 40. Du temps, je sais pas si je suis bien arrivé. Moi, ça va être plus rapide. Hein. Dans le palmarès, on va passer vite. Claude, tu es né le 26 juin 79, donc c'est aujourd'hui ton mois-anniversaire, comme avec les enfants. Je ne sais pas si on fête encore les mois-anniversaires, puisqu'on est le 26 août aujourd'hui, donc très bon mois-anniversaire, Claude. Tu as donc 2 enfants, tu es en couple, on a pu te voir dans 4 saisons de l'émission Koh-Lanta, tu es passionné de sport et d'aventure, on le sait, tu viens plutôt de la route, tu as été marathonien également, tu fais beaucoup de vélo, beaucoup de renfo, la chaise et les squats c'est ton dada. Tu as été récemment à Chamonix, on s'était croisé d'ailleurs à l'occasion des 42 km du marathon du Mont Blanc qui a été une expérience réussie pour toi. On s'est vu aussi au marathon des Sables en 2022, une autre chouette et grande expérience de vie où tu as signé une jolie 124e place sur 1000 participants. Donc voilà, c'était déjà le finir, c'est incroyable et c'était une belle réussite pour toi. Tu as participé au Grand Trail des Templiers en 2021, à la Saint-Élion en 2018 et à l'Éco-Trail également en 2018. Tu es par ailleurs un fan inconditionnel de Bruce Lee. Ton péché mignon musical n'est autre que Justin Bieber. Et tu es un fan inconditionnel de l'OM puisque tu as des posters de Jean-Pierre Papin dans ta chambre. Enfin, quand tu étais ado, tu avais des posters de Jean-Pierre Papin partout, collés au mur. Et tu collectionnais également plus jeune les pins et les cartes de téléphone. Qu'est-ce qui cloche dans tout ça ? La collection de cartes de téléphone, peut-être. Simon, je t'ai dit pareil. Non, je suis Paris Saint-Germain, c'est pas Marseille. Il aurait pu venir avec le maillot aujourd'hui, c'est un supporter absolu du PSG, c'est ça, Claude ? Supporter du Paris Saint-Germain, évidemment. J'aime bien Marseille, mais j'ai jamais eu Jean-Pierre Papin dans ma chambre. Non. On est donc aujourd'hui pour parler de l'OCC, qui est une course sur laquelle vous étiez hier jeudi. Je vais présenter brièvement la course pour peut-être ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc c'est un des modèles un peu plus court que les autres parmi les courses de l'UTMB Mont Blanc, avec son format de 55 km et 3500 mètres de D+, mais qui n'en reste pas moins très exigeante. C'est dur à dire, exigeante. Elle s'élance depuis Orsières, donc qui est le haut de OCC, qui est situé dans le Val d'Entremont. Cette vallée offre des paysages uniques. Attention, ça va être une envolée lyrique. Derniers éperons et ultime aiguille du flanc oriental du Mont Blanc dessinant la frontière franco-suisse, glacier suspendu sur les rochers polis, torrent fougueux. Ça fait rêver. Le tracé de l'OCC passe au cœur de cette belle nature avant de rejoindre Champey et la dernière partie tout aussi magique du parcours de l'UTMB ou de la CCC jusqu'à l'arrivée à Chamonix et la célèbre place du Triangle de l'Amitié. Alors que le premier franchit habituellement la course et la ligne d'arrivée en un peu plus de 5 heures, les derniers coureurs fourniront eux jusqu'à 14h30 d'efforts pour arriver au terme de cette course. 14h30, donc c'est la barrière horaire qui est fixée par la direction de course. Cet OCC comptait hier 1509 coureurs au départ. Voilà, vous êtes tous très calés sur l'OCC désormais. Dans Course Épique, j'ai reçu aucun de vous trois encore dans le format traditionnel de l'émission, mais il y a une rubrique qui s'appelle la question qui pique. Question qui pique, c'est une petite question gentiment piège, vous allez pouvoir y répondre collectivement, donc c'est plus facile. On va remonter un peu le temps. En 2018, il y avait 78 nationalités qui étaient présentes à l'UTMB, et l'exercice a été fait de calculer la moyenne des cotes ITRA de chaque pays représenté. Donc concrètement, on prenait la moyenne des coureurs français, et puis voilà, ça donnait la moyenne de la cote ITRA du pays. Quel a été selon vous le pays avec la meilleure cote cette année-là ? Est-ce que ça a été la France, le Tibet, les îles Fidji ou l'Espagne ? En quelle année ? 2018. C'est France ou l'Espagne ? Moi, je dirais l'Espagne, parce que je pense que la France, il y a vraiment tout type de coureurs qui viennent, parce vu qu'on habite à côté, il y a plus d'inscrits, alors que peut-être que les gens qui viennent de plus loin. C'est une très bonne façon d'appréhender. En fait, il y a vraiment eu le bac à 18 ans, à 13 ans en fait. 14.
Espagne, Team Espagne. Oui, et puis de toute façon, on a bien vu là récemment, aujourd'hui en plus, ils ont bien performé hier. Hier sur le CC, un carton, c'est un beau pays de trail. Vamos pour Espagne. Vamos pour l'Espagne. Évidemment, il y avait un piège. Je suis pas vicieux. Exactement. C'est le Tibet parce qu'il n'y a qu'un seul coureur, la personne de Sangue Sherpa, qui avait une cote de 812. Donc voilà, ça a donné au Tibet la cote de 812 et il était tout seul. Donc mathématiquement, voilà, c'était le Tibet. Donc c'est une surprise. On va parler maintenant de plus particulièrement votre parcours et votre rapport à la course à pied, puis revenir évidemment sur l'ECC. Première question, comment ça se passe la récup? Ça a été là pour monter sur l'estrade? Claude? Ouais, franchement, je suis content. Agréablement surpris, ça me va. Pas de douleur, rien? Non, pas de bobo? Écoute, ça va. Impeccable. Donc, je pense que je pouvais peut-être plus me donner hier, ou alors c'est que j'encaisse mieux. À voir. Mathilde, ça va? Ça va aussi, les genoux qui tirent un peu, mais on arrive à monter sur l'estrade, donc c'est l'essentiel. Simon? J'ai eu des grosses crampes hier dans la dernière descente et je suis un peu les quadrilles du coup qui sont un peu tendus. Donc tu repars pas sur le TMB là tout à l'heure à 18h? J'hésite, on verra. Je laisse le choix. On va prendre un peu la machine à monter le temps maintenant, ou la DeLorean au choix. Est-ce que vous pourriez juste me raconter un peu votre rapport à la course à pied, comment s'est révélé à vous cette passion, comment vous avez fait vos premiers pas? Ça a été un héritage familial, très sportif, ça a été lié au cadre de vie dans lequel vous évoluiez. Comment s'est dessiné finalement cet intérêt pour la course à pied? Très jeune, tardivement? Mathilde, tu veux y aller? Moi, assez tardivement quand même. Donc, j'ai commencé avec de la gymnastique sportive pendant longtemps, jusqu'à de 5 à 15 ans, on va dire. Et après, une envie de changer, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'à la gym, j'adorais pendant les stages de reprise les 3 km de footing qu'on faisait au début. Et j'aimais bien les crosses du collège. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer l'athlétisme. Donc, venant de Montauban, j'ai commencé forcément par du plat. Donc, le premier entraînement, ils m'ont même mis avec le groupe de base, on va dire, qui faisait du sprint. Mais bon, là, courir 5 mètres et récupérer 10 minutes, j'ai dit à l'entraîneur, je ne peux pas aller avec ceux qui tournent en permanence, là, qui ne s'arrêtent pas. Donc, voilà, le deuxième entraînement, il a essayé de me mettre avec ceux qui tournent et faisaient plus de laps. Et là, ça m'a de suite beaucoup plus plu. Donc, j'ai commencé avec le cross et 1500 et 3000 sur piste. J'ai beaucoup apprécié, surtout le cross. J'ai toujours plus apprécié le cross que la piste. Après, avec l'âge qui montait, j'ai augmenté les distances en piste, sachant que la vitesse n'avait jamais été mon point fort. Donc, je suis passée jusqu'à 5000 et 10 000. Je me suis un peu plus spécialisée. Pendant l'INSEE, j'ai eu la chance de faire 2 ans aux États-Unis avec l'université de Portland, où je courais pour leur équipe de cross et de piste. Le 10 000 mètres, là-bas, c'est assez connu. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment, on va dire, toucher du doigt le haut niveau. J'avais encore jamais fait de course en montagne. Et ça a vraiment commencé quand je suis rentrée en France. J'ai fait mon stage en Lozère, donc Massif Central. Et là, il y a plus de sentiers que de routes, on va dire. Donc je commençais à courir sur les sentiers et j'ai vu que c'était chouette. J'étais encore étudiante, donc on m'a dit, viens faire les France universitaires de trail. J'ai commandé des chaussures de trail qui sont arrivées 2 jours après la course. Donc j'ai fait ça avec mes chaussures de route. Mais ça s'est quand même bien passé. Et après de fil en aiguille, j'ai bien aimé. J'ai eu la chance dès la première année de pouvoir faire un stage avec l'équipe de France, vu que j'avais une place de remplaçante pour les Europes. Donc ça m'a permis de découvrir mieux le monde du trail, la course en montagne, de voir qu'il y avait des gens super cool dedans. Ça m'a donné envie de continuer de progresser. C'était très rapide? Oui, du coup, ça a été très rapide. Ma première année, je fais 4 aux France de trail à Méribel et 4 aux France de montagne. Et remplaçante. Du coup, que des places qui donnent envie de progresser, on va dire. Et la deuxième année, j'obtiens ma place de titulaire pour les mondiaux qui sont en Patagonie, où on fait en course en montagne la médaille d'or avec Élise, Anaïs et Christelle. Et après, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres courses cette année-là avec le Covid. Mais du coup, oui, la progression a été énorme. Là, quand j'étais dans cette équipe-là, j'avais encore un gros gap avec les autres filles de l'équipe. Mais j'ai eu la chance de pouvoir quand même courir avec elles. Et voilà, ça m'a donné envie de progresser. Et puis j'adore ça, en fait. Donc j'avais envie de continuer à courir sur sentier. Simon, la course à pied, elle a fait tout de suite partie de ta vie. Est-ce que c'est venu plus tardivement? Non, moi, plus tardivement aussi. Ouais, j'ai un peu fait tous les sports quand j'étais jeune. Et après, environ à l'adolescence, moi je me suis spécialisé dans le cyclisme sur route. Donc j'ai entre guillemets suivi un
un cursus haut niveau, du coup, en fait, où tu es focus sur ça toute l'année, hein, que ce soit des gens, enfin, c'est un sport, en fait, où tu fais vraiment que ça, et c'est compliqué de faire d'autres sports à côté, parce que tu as direct des courbatures, et tu as pas mal de contraintes. Et en gros, moi, du coup, après, j'ai fait STAPS, enfin, licence et master pour devenir entraîneur. Et en gros, en ma 3e année de licence, il y a eu un peu un double comment ça, on pourrait dire, double fait, cursus, d'une partie, je commence à avoir un peu pas marre, mais alors faire un peu le tour du monde du vélo. Il y a des trucs où je me retrouvais moins dedans. Enfin, j'avais de plus en plus de mal, on va dire, à frotter dans le peloton, enfin, à m'investir du coup mentalement, à prendre quand même des risques dans des descentes, etc. Et du coup, ça devenait quand même compliqué en course, sachant qu'en fait, tu cours tous les week-ends. Et du coup, tu cours souvent un peu aux 4 coins de la France et tu rentres à 3h du matin, à 8h. Moi, j'étais en cours sur des sujets qui me passionnaient. En plus de ça, du coup, en licence 3, en fait, je vais commencer à entraîner. Et en fait, j'avais eu un contact pour directement aider une équipe, pareil, de haut niveau, mais qui n'était pas la mienne, pour entraîner. Du coup, je me voyais mal entraîner des athlètes contre qui j'allais courir le week-end, sachant qu'en vélo, il y a quand même pas mal de tactiques, donc ça peut quand même un peu influer. Et d'autre part, c'était aussi l'époque où on voyait tous les films de Kylian, etc. Et j'ai de plus en plus... moi, j'ai fait mes études à Besançon, mes parents étaient à Chambéry, et en fait j'ai de plus en plus envie de pouvoir aller faire du ski de rando l'hiver, justement de pouvoir aller courir en montagne, de pouvoir aller faire de l'alpinisme, et en fait ce qui n'était pas du tout compatible avec le vélo. Limite si je pouvais faire une sortie de ski alpinisme l'hiver, c'était le max, mais sinon limite tu te prends des remarques en fait par tes entraîneurs ou par le milieu. Du coup en fait c'est un peu les deux qu'on fait que du coup à ma 3e année de licence j'ai arrêté le vélo c'était plus dans un but pour faire de la montagne. Et j'ai vraiment accroché avec le trail. Du coup, au début, je l'ai vraiment fait en mode détente, avec aucune visée performance, juste parce que je n'avais un peu marre de faire, on va dire, le job au quotidien et de faire un peu attention à tout au quotidien. Et progressivement, après, tu te reprends au jeu. Toi, Claude, la course à pied, c'est plus un loisir, c'est un plaisir à côté. Comment c'est né l'intérêt pour la course à pied? Moi, déjà, j'ai pas le même âge. Hein. Moi, j'ai 43. À mon époque, quand j'étais gamin, j'ai fait un peu d'athlétisme pendant 2-3 ans. Mais j'avais toujours l'envie de découvrir un autre sport. J'avais pas cette stabilité. J'avais l'impression à chaque fois d'avoir déjà fait le tour de l'activité, alors pas du tout, mais je voulais en découvrir un autre. Donc j'ai touché un peu tous les sports jusqu'à mes 18 ans, 20 ans. Après, je me suis mis à travailler aussi. Et donc le sport, je suis revenu tardivement. Je faisais un peu d'escalade, j'ai toujours fait du sport, mais la course à pied, je suis revenu tardivement à la sortie de ma première aventure en 2010. Donc j'avais déjà 30 ans. Où je me suis dit tiens je vais me relancer quelques challenges, je vais faire un 5, un 10, un semi, un marathon, je vais aller juste toutes les courses sur route que je peux faire, je vais les faire. Et une fois passé ça, le trail a commencé vraiment à sortir. Enfin moi, c'était déjà sorti, mais ça commençait déjà à être plus visible et tout. Et je me suis dit, maintenant voilà, je vais tester course sur route course sur chemin, parce que j'en avais marre d'être sur le bitume et puis c'est quand même beaucoup plus agréable de découvrir des endroits où t'as pas accès, des parcs nationaux, et puis voilà, ça te fait aller quand même voir des choses magnifiques, des montagnes, des vallées et tout. Donc je dis je vais faire ça, je vais en faire un, je vais en faire deux, je vais en faire trois. Et puis c'est le livre de Bertrand Lelouch que je cite souvent, qui est un quadra homme d'affaires qui a couru toutes les plus grandes courses qu'on peut faire au monde, avec la simplicité d'un gars lambda qui n'a pas forcément un cursus de sportif de haut niveau. Et je me suis dit, si lui il arrive à les faire, se dire qu'en fait c'est accessible à tous. Et voilà, je vais en faire une, je vais en faire deux, je vais monter progressivement pour essayer d'en faire le maximum et toujours en voir des nouvelles. Mais c'est plus un défi, un challenge et un plaisir de voir un lieu. C'est une aventure un peu, c'est l'aventure, le trail, parce que tu maîtrises pas les éléments, tu maîtrises pas tout. Tu peux te donner une feuille de route avec, tu vas partir pour tant d'heures, tu vas prendre plein de choses, mais tu as toujours les aléas qui vont venir. Et puis il faut s'adapter, et c'est ça que j'aime dans ce sport. Et les rencontres, parce que les gens sont quand même vachement sympas dans le trail, il faut le dire. C'est le plus beau des sports, on peut se le dire, on est entre nous. Mathilde, on l'a entendu à la lecture tout à l'heure de ton palmarès, tu as un calendrier de course qui est très soutenu. Comment est-ce que tu le structures à l'année? Est-ce que tu le définis, c'est à ton initiative? J'imagine que c'est quand même concerté avec le team, peut-être avec l'équipe que tu aurais autour de toi. Comment est-ce qu'on décide quels vont être les grands rendez-vous d'une année, combien on en met? Bon, du coup, ça fait que 2 ans quand même que, on va dire, je suis dans le haut niveau en trail. C'est vrai que c'est assez dur le trail parce qu'on a plein de sollicitations de tous les côtés. Quand on fait la route du cross, c'est un peu plus... route, j'en ai jamais fait beaucoup, mais cross, c'est un peu plus linéaire. On a les championnats de France, les championnats d'Europe, il y a des gros objectifs qu'il ne faut pas manquer.
n'y a pas autant de diversification possible, on va dire. En trade, c'est vrai que donc ça n'a pas été forcément mon point fort, on va dire, surtout au début. L'an dernier, au début, quand on commence à rentrer dans le haut niveau, on est sollicité de partout et il faut apprendre à dire non, en fait. Voilà, on est sollicité pour un trail en Corse, un en Martinique, ça a tous l'air des vacances super sympas, mais en fait, il faut se dire, non, il faut arriver à garder les pieds sur terre aussi, à savoir que le corps, il peut pas tout faire. Donc maintenant, je suis avec la Team Oka, ils nous laissent le choix sur les courses qu'on choisit. Voilà, ils n'interviennent pas du tout dans cette décision-là. Du coup, c'est un choix fait avec surtout mon coach Antonio Gallego. J'essaie pour le moment de privilégier quand même un objectif majeur, les sélections en équipe de France, parce que je trouve que porter le maillot de l'équipe de France, c'est toujours un honneur et un plaisir après de pouvoir faire une course en équipe, parce que cette notion d'équipe, des fois, je trouve que ça manque un peu dans le trail. Donc on la retrouve aussi au championnat de France. Je suis dans le club des Esclopes d'Azun des Pyrénées, et donc on a une super équipe maillot vert là cette fois, et ça aussi c'est super chouette. Donc voilà, pour le moment, cette année, les objectifs principaux, ça avait été la qualif aux Europes. Donc la qualif a marché, les Europes ont marché aussi. J'avais mis les 2 championnats de France aussi en point quand même d'honneur, parce que les France de trail étaient dans le Cantal à la Pastourelle, et sachant que j'habite en Lozère, c'était un peu une course voisine et une course que j'avais envie de faire depuis longtemps. Ça faisait 3 ans qu'elle a été annulée avec le Covid, donc voilà. Et les France de montagne étaient dans mon club des Pyrénées, donc envie de bien réussir aussi. Du coup, c'est vrai que j'avais bien tout coché, le début de saison, tout réussi. Après, j'ai peut-être été un peu gourmande en voulant mettre aussi Cirezinal, une course que j'aime bien en Suisse, où ça s'est pas trop mal passé. Et il y avait l'OCC aussi, donc ça fait beaucoup de courses dans l'été. Et c'est un peu coincé hier, comme on a pu voir. Donc sûrement une leçon à retenir pour l'an prochain, de un peu moins charger le calendrier estival. Ouais. Question pour tous les trois, on va commencer avec toi Simon. Est-ce que la préparation, c'est en soi un moment sur lequel tu prends beaucoup de plaisir de façon relativement constante, ou est-ce que c'est juste un moyen pour être en forme sur les lignes de départ? Non, moi je prends énormément de plaisir dans la préparation, parce que moi c'est vraiment beaucoup de moments de partage. En fait déjà, en tant qu'entraîneur, moi du coup j'ai la chance en fait de partager beaucoup de séances avec mes athlètes. Globalement en fait moi j'ai pas de plan d'entraînement, et en fait selon mes disponibilités dans la semaine, je regarde avec les athlètes avec qui je peux aller m'entraîner, et en fait c'est mon plan d'entraînement quoi. Donc puis en plus je rajoute des sorties en montagne que j'ai envie. Et non, pour moi le coup c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est vraiment la préparation et la compète. Ce qui est bien, c'est que pour moi c'est le moment où tu arrives vraiment à te pousser. C'est que j'aurais jamais envie d'aller faire 50 bornes à bloc à l'entraînement. Faut vraiment se motiver. Après, pourquoi pas, hein, je pense qu'il y en a qui le font sans souci, mais c'est que ça rend pouvoir passer des limites, se pousser dans nos limites sur des, on va dire, plus longues distances. Sur 10 minutes, tu peux le faire tout seul, mais si t'as pas les autres qui te poussent sur du plus long, moi je sais que je vais avoir du mal. Claude, tu arrives à être constant toi, dans tes préparations, à être motivé? Est-ce que ça rentre bien dans ton agenda? Je suis un peu différent de Simon, mais parce que j'ai pas sa vie, j'ai pas son cadre non plus. Je suis en région parisienne, j'ai des enfants, j'ai un travail et tout qui est différent. Je suis pas entraîneur, donc il a la possibilité par rapport à son travail de faire ça. Moi, c'est plus, je sais que c'est essentiel pour pouvoir vivre la course pleinement et donner le meilleur de soi-même. J'aime aller m'entraîner, c'est sûr, mais je dois caler, donc des fois je dois enlever, des fois je dois y aller à des moments qui sont un peu différents et tout, donc c'est toujours, disons que c'est une obligation. J'aime bien, ça m'entretient, ça me permet de progresser, mais c'est une obligation pour vivre pleinement et le plaisir du jour J, quoi. Et aujourd'hui, hier, j'ai pris du plaisir, j'ai sourié tout le long, tout, même si c'était dur et tout, j'étais content parce que je me suis bien entraîné avant, et ces sacrifices que j'ai pu faire pendant 2-3 mois à sortir alors que j'avais pas forcément envie ou pas forcément le temps m'ont permis de prendre du plaisir le jour J. Donc je suis un peu différent, mais parce qu'on a des vies différentes aussi, c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est sûr. Mathilde. Moi, plus comme Simon, j'adore m'entraîner, j'adore courir, faire du sport en général. La compétition, même l'époque Covid où il n'y en avait pas, ça m'a pas tant dérangé. Bon, après, quand il y en a, c'est vrai qu'on se met dans le bain et voilà, il y a une certaine création d'adrénaline et des sensations qu'on ne retrouve pas à l'entraînement. Mais moi, j'aime avant tout le plaisir de courir.
Ce qui fait que même des fois, j'ai tendance à trop en faire, en fait, parce que les jours de repos, c'est un peu me priver de ce que j'aime beaucoup. Bon, j'essaye aussi de travailler pour arriver à mieux les respecter. Voilà, après, arriver à bien respecter le canevas d'entraînement, c'est pas... Voilà, ça, c'est pas simple tous les jours. La semaine, quand il y a le boulot, j'arrive à le caler assez bien. Après, le week-end, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours plus de vie sociale à côté. Donc, arriver à respecter les plans d'entraînement le week-end, des fois, il faut... Voilà, je les adapte un peu en fonction de ce qu'on fait avec les copains et avec la famille, quoi, pour que ça reste du plaisir. J'ai vu une phrase justement la semaine dernière que je trouve qui pourrait aussi se rapporter un peu à la course à pied et aux courses. C'était le plaisir est de ramasser, le bonheur est de cultiver. Donc je trouve que le bonheur, en fait, sur le long terme, en fait, c'est l'entraînement un peu, et le plaisir, et même de la course, voilà, c'est le fruit. Quand la course se passe bien, ça va être du plaisir, mais sur le long terme, le bonheur, c'est l'entraînement, je trouve. C'est un peu ma vision des choses. Simon, on l'a dit tout à l'heure en introduction, ça faisait partie des informations en vrai sur ton parcours. Tu es donc entraîneur et cofondateur du team Sidas Matrix. Est-ce que tu peux nous en donner à voir tes missions, ton rôle, et puis nous expliquer un peu la jeunesse du projet? C'est une approche qui est relativement atypique et singulière. Voilà, nous parler de comment vous construisez tout ça, et puis toi, quelle est plus particulièrement ta contribution? Ouais, du coup, le team Sidas Matrix, on l'a monté du coup avec Thomas Janichon, donc l'autre cofondateur, du coup, au 1er janvier 2019, où c'est à peine différent de ce qu'on peut voir majoritairement en trail. C'est que nous, on a un team indépendant, et du coup, avec en fait pas une seule marque partenaire, par exemple, comme le Team Oka ou de teams, mais du coup, en fait, un ensemble de marques qui viennent pas forcément du même milieu ou qui peuvent même venir hors sport. En fait, l'idée, on n'a rien inventé, on essaie de vraiment s'inspirer, par exemple, du vélo et un peu des équipes pro, de ce qu'elles font en vélo, pour l'idée de pouvoir avoir un ensemble de partenaires, qui soient techniques ou financiers, et mettre l'athlète dans les meilleures conditions possibles, et d'avoir également aussi un staff le plus complet possible. Vraiment dans cette optique-là, on a vraiment essayé de copier ça, et pas juste de se dire on va être un team qui accompagne au niveau financier ou matériel les athlètes, mais vraiment de prendre la tête dans sa globalité et se dire ok, qu'est-ce qu'il lui faut en clé? Donc il lui faut ça en matériel, après il lui faut un entraîneur, après il lui faut un préparateur mental, après il lui faut un kiné, après il lui faut un manager, et en fait vraiment on n'a rien inventé, on va dire. Dans le trail, c'était quelque chose qui se faisait pas spécialement au sein d'un team en 2019, mais on s'est juste inspiré, on va dire, des autres sports, des autres pratiques. Ouais. Quand ton contrat, parce qu'il y a des places là à prendre ici. Attention, il y a Ludo là-bas qui veille au grain. Et moi, après, du coup, mes missions dans le team, c'est surtout lié à la performance. Donc, il y a le côté entraînement. Donc, je gère les athlètes individuellement au quotidien. Et après, ça va être de mettre en relation, justement, d'être en relation avec soit avec le kiné, le préparateur mental, ou là on bossait avec un laboratoire de tests physiologiques. En fait, d'être un peu le lien au quotidien pour avoir toutes les infos sur l'athlète et le jour, pour la jour J. Tu portes une vision responsable de la performance qui considère l'athlète et l'environnement comme un tout. Je pense qu'on est tous de plus en plus sensibles et impliqués sur le sujet. Comment est-ce que ça se traduit? Ça oriente quoi comme type de décision, cet engagement aussi, et ce respect? Au niveau de l'athlète, c'est vraiment essayer, comme on dit, de prendre l'humain dans sa globalité et essayer toujours de comprendre l'athlète et pas. C'est pas parce qu'un athlète ne marche pas un an. On a des profils qui pendant 1 ou 2 ans n'ont pas marché, et là maintenant qui explosent totalement. Là, Baptiste Chassagne qui est sur la CCC, avant il a connu 2 années en demi-teinte, et en fait c'est tant que l'athlète est investi, en fait c'est prendre du temps avec lui. En fait, à partir du moment où tu es convaincu de son potentiel, c'est vraiment lui laisser le temps et lui permettre de s'épanouir sans lui mettre de pression. C'est sur le côté athlète. Après, le côté environnement, au sein d'un team, c'est jamais le plus évident, même si on essaie de faire plein d'efforts, ne serait-ce que déjà en stage, on évite par exemple de manger de la viande. On va quand même essayer de réfléchir à nos déplacements pour essayer de limiter l'avion, sans dire de plus le faire. C'est juste essayer d'avoir en fait cette réflexion-là et d'avoir l'impact qu'on le fait. Moi, après, au quotidien, j'essaie de plus prendre ma voiture et de surtout me déplacer en vélo ou en train. C'est plein de petites choses, mais parce que moi, encore une fois, je pense que, par exemple, comparé certainement à Claude, moi, en fait, j'ai un emploi du temps qui me le permet, parce qu'en fait, je peux bosser d'où je veux. Techniquement, moi, en fait, dans le train, je travaille, et en fait, j'ai pas de contraintes horaires, j'ai pas de...
Donc pour moi, c'est même plus simple. En fait, en voiture, je perds du temps, alors qu'en train, j'en perds pas. Et du coup, je pense que c'est vraiment Tout le monde y gagne. individuel. Pas de petits efforts, de toute façon. Exactement. Donc ça dépend vraiment de chacun, mais ouais, on essaye, mais sans dire du tout d'être parfait, parce que de toute manière, si on attend d'être parfait, je pense que personne ne fait rien. Hein. Mathilde, tu fais partie du team Oka. C'est quoi ta relation à l'année avec Oka et puis avec les autres athlètes? Je crois que tu es très proche de certains nombre d'athlètes. Oui, on s'entend bien avec... Quel est le partage? Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Comment est-ce que vous mettez à profit? C'est surtout avec les athlètes français, voilà, qu'on est en réseau. Voilà, on a un groupe WhatsApp sur lequel on blague assez souvent. Et après, au final, il y a pas mal d'athlètes Oka qui sont aussi souvent en équipe de France. Donc on se voit souvent en stage équipe de France. Là, j'étais aux Europes avec Audrey. On était même coloc de chambre. Donc c'était super chouette. Elle m'a donné plein de bons conseils. C'est toujours bien, voilà, il a quand même plus d'expérience. Donc ça fait toujours des bonnes choses à prendre. Voilà, Ludo aussi qui est là dans la salle, toujours plein de conseils. Voilà, moi je suis toujours un peu à la ramasse sur le matériel obligatoire, tout ça. Donc j'embête toujours, on va dire, les plus expérimentés avec des petites questions et des petits besoins de débutantes, on va dire encore. Et ils sont toujours là pour m'aider, donc c'est bien sympa. Après voilà, on a un ou deux week-ends par an, on va dire cohésion d'équipe. C'est sûr que c'est pas énorme. Mais bon, je pense qu'avec en fait, on a tous des emplois du temps assez chargés, des calendriers de courses différents. Donc voilà, c'est compliqué de faire plus. Mais voilà, quand on se voit, on est content d'être ensemble. Et la semaine UTMB, c'est un temps fort pour Oka. Voilà, on dort tous dans des chalets réservés par Oka qui sont vraiment super aussi. Et voilà, la plupart, on reste la semaine entière. Donc là, ça fait de bons moments de partage. Voilà, on est dans le chalet, nous, avec un peu la team américaine cette année. Donc, c'est sympa aussi, voilà, ça change. T'as progressé en anglais, ça va? Je connais pas ton niveau de départ, pardon. Oui, non, c'est vrai, ça devait aller. Portland. Donc, ça me permet de faire des petits rappels, voilà, des petits rappels d'anglais, de beurre de cacahuète aussi, vu qu'il n'y a que ça sur la table. Et voilà, non, c'est sympa. Comment est-ce qu'on dit trail en anglais? Trail running. Claude, dans quelle disposition t'es arrivé, toi, sur la course, et puis quel était ton objectif? Finir, prendre du plaisir, performer? Ouais, moi je suis arrivé sur la course, je l'avais programmée l'année dernière, j'avais pas pu la faire, j'avais une délicatesse avec une blessure au pied, j'étais remis mais pas suffisamment, j'ai pas voulu prendre de risques, donc cette année je suis revenu, voilà, parce qu'il faut essayer de terminer ce qu'on a voulu commencer, et donc je suis venu, je me suis quand même mieux préparé, j'avais fini le marathon du Mont Blanc, mais j'étais pas dans la meilleure disposition, donc je voulais surtout être plus à l'aise sur celle-là. Je suis content parce que je fais une bonne course. Je suis venu avec mon fils, donc c'est toujours aussi, voilà, faut prendre du temps aussi pour la famille. T'es pas complètement investi là. Et puis j'étais sollicité quand même pas mal. Ça fait 2 ans que je suis ambassadeur Iron, et cette année on s'est associé avec Oka. J'ai couru sous les couleurs d'Oka sur la course, donc t'as toujours aussi un peu la pression. Tu veux toujours bien faire pour les gens qui te font confiance et qui essaient de te pousser. Donc voilà, le temps pour moi c'était déjà de finir, de prendre du plaisir et de faire une bonne course. J'avais dans ma tête moins de 9 heures, secrètement j'avais 8h30, je fais de 8h40, écoute, je suis dans les clous, ça me va. Et, obligé de revenir. Très bien. Mathilde, toi l'objectif c'était quoi? C'est sûr que je pensais pouvoir bien faire. Après voilà, je me suis peut-être mis un peu aussi, sans le vouloir, trop la pression. Voilà, tu te donnes quoi, un temps, une position? C'est quoi l'idée? Non, les temps, je fais jamais avec les... Alors que le temps est plus parlant, c'est sûr, mais bon, je savais que le parcours avait un peu changé comparé à l'an dernier. Voilà, l'an dernier, je faisais 2, et voilà, je savais que j'étais un peu du coup attendue sur la course, avec mon palmarès de la saison qui avait été pas mauvais non plus. Du coup, même voilà, si je voulais pas me mettre de pression, je pense qu'elle était un peu là inconsciemment. Donc peut-être ça a pas participé à la réussite aussi. Après je pensais que le top 5 était voilà, quand même les gens qui me disaient la gagne. Là j'avais quand même vu les quotidiens des concurrentes, je savais qu'il y avait beaucoup de monde. Voilà, le top 5 était, voilà, je pense envisageable, voilà, en étant en forme, donc j'étais partie un peu avec ça dans la tête. Voilà, ça, bon, je pense qu'un
un bon jour. Enfin, physiquement, je pense que ça aurait pu le faire. C'est plus mentalement où ça a lâché. Je pense qu'entre les Europes, les France, c'était beaucoup de courses qui... en fait, voilà, beaucoup de courses sur lesquelles, on va dire, j'étais attendue, je m'étais mis à pression et du coup, qui mentalement m'avaient fait puiser. Enfin, m'avaient demandé, on va dire. Et du coup, hier, mentalement, j'étais plus dedans. J'ai senti que ça allait pas... Enfin, j'aimerais pas le faire pour les 55 km. Donc, bon, j'aurais pu continuer, mais ça aurait fait, je pense, une énorme contre-perf et plus fatiguer mon corps qu'autre chose. Du coup, je sais qu'en ligne de mire, j'ai quand même les championnats du monde en Thaïlande en novembre. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de fatiguer plus le corps que ça. Voilà, si ça, enfin, moi, j'ai bien essayé pendant quand même 25 km, mais quand j'ai vu que c'était pas le jour pour, j'ai dit, bon, on va s'arrêter là, comme ça, il y aura moins de temps pour récupérer et on pourra plus repartir sur un bon bloc d'entraînement un peu plus vite. Une sage décision. Et ça, c'est une force mentale. Ouais, c'est clair. Pas simple à prendre quand même. Tu la prends seule, cette décision ? Oui, j'ai eu pensé, vu que je porte bien un petit téléphone à appeler, mais non, au final, j'ai pas... Pas l'appel à un ami. J'ai pas appelé, j'ai pris... Voilà, j'ai hésité, je suis arrêté une petite cabane, je leur ai dit, je vais peut-être arrêter. Et bon, ils m'ont dit, il faut quand même que tu aies encore marché 5 km jusqu'au col de Balme. Ils m'ont dit, mais arrête-toi là, si tu veux, prends le temps, tout ça. J'ai vu la cabane, je me suis dit, c'était un petit refuge à 5 km à un col de Balme. J'ai dit, on est pas mal. Là, je me suis arrêtée, j'ai mangé ma crème de marron. T'as vu une petite rivière au loin, tu t'es dit, bon, allez, je vais aller me baigner dedans. Presque, voilà. Il n'y a pas eu de grêle. Et du coup, après, voilà, aussi, j'ai découvert un autre côté de la course, parce que moi, je me suis arrêtée une demi-heure, et du coup, quand je suis repartie, j'étais moins avec les élites, donc je suis repartie un peu en mode randonnée. Et donc, j'ai découvert un peu plus quand on court la course avec le peloton, on va dire. Et très, très sympa aussi. En fait, on discute beaucoup plus, il y a quand même plus d'entraide. Voilà, j'ai pu dépanner de quelques tucs, quelqu'un qui avait des crampes, voilà, pour lui donner un peu de sel. Une baou avec quelqu'un qui était pas très bien, avec qui on parle un peu, qui m'a dit qu'il avait mangé toutes ses réserves. Donc je dis, je n'en aurais plus besoin, moi. Donc voilà, beaucoup plus. Voilà, les gens aussi très sympas, certaines personnes qui me connaissaient, du coup, donc qui se demandaient quand même pourquoi je marchais. Donc beaucoup d'entraide, j'ai trouvé. Et au final, voilà, je dis pas, ce matin, quand même, quand je me suis levée, je me suis un peu demandé, et que j'ai vu que les gens n'étaient pas si pires que ça, je me suis dit, peut-être, c'était pas une bonne idée de mettre le clignotant, mais hier, au final, sur le moment, j'ai quand même bien vécu. Et là, j'ai quand même les genoux qui crissent, voilà, parce qu'en fin de saison, ils étaient un peu fatigués. Donc, voilà, je pense que pour novembre prochain, ça, c'est sûrement une sage décision. Simon, t'es pas arrivé, toi, dans les meilleures dispositions ici. Tu étais à Sirzinal il y a une grosse dizaine de jours. Est-ce que tu peux nous dire, c'est une course que tu n'as pas terminée, donc voilà, comment tu t'es présenté sur la ligne de départ ? Ouais, déjà dans tous les cas cette année, pour moi c'était à peine compliqué, en reprise post-accident, on va dire, avec pas forcément une grosse année. Cet été ça commençait à aller un peu mieux, je prenais vraiment du plaisir à l'entraînement et même en termes de valeur. Et effectivement à Sirzinal, je pense que j'ai dû choper un petit virus. En fait, les 3 jours avant, tous les élites, on va dire, on mange ensemble dans une salle commune. Et avant, il y avait une Coupe du Monde, une Golden Trail Series en Norvège. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont revenus un peu malades. Et du coup, effectivement, j'ai eu gros problème respiratoire pendant la course. Et depuis, je sentais que c'était de mieux en mieux, on va dire, mais c'était pas tout à fait normal. Du coup, effectivement, j'étais plus. Je me demandais déjà si j'allais pouvoir aller jusqu'à Chamonix au départ de la course. Claude, est-ce que toi, tu es sujet un peu de nervosité avant les courses, parce que tu arrives à prendre avec beaucoup de recul l'avant-course et les heures et la nuit qui précèdent? Comment tu vis ça? Normalement, je suis quelqu'un qui supporte assez bien ce truc-là, mais c'est vrai que depuis peu, là, je dors moins bien les 2 jours avant la course. J'ai pas beaucoup dormi. Je pense, c'est sûrement ça doit être un facteur stressant aussi. Donc, mais je me rends pas bien compte. Mais je pense qu'à l'intérieur, je dois me stresser peut-être aussi. Après, une fois que tu prends le départ, ça part, mais c'est vrai que avec les sollicitations, peut-être un peu de pression, même si j'ai pas la même pression qu'eux, tu veux toujours bien faire aussi, donc ça doit pas aider, mais moi je pense que c'est un peu plus compliqué quand même aussi. Hein. Non, la nuit d'avant, c'est jamais la meilleure. Ton carré de chocolat, ça va, non? Moi, je sais que ça va à peu près, on va dire même de mieux en mieux. Au final, des fois, à peine plus de temps à s'endormir, il faut arriver à faire le vide, quoi. Parce que t'as vite à repenser 1 ou 2 points un peu au parcours. Et
J'ai encore regardé à 10h30, 11h, je regardais encore les points de ravito, j'essayais de les mémoriser. Donc, tu vois. Mais après, comme je me dis, moi, je pars, c'est un peu l'aventure aussi, j'essaie quand même d'avoir une idée un peu. Mais après, il faut s'adapter. Chacun est différent. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes lignes de ta course, Claude, les grandes phases, les grands chapitres avec des montées un peu rapide. Je devais partir SAS 2, je suis parti SAS 1. Enfin, j'étais parti normalement 8h45, je me suis retrouvé devant. J'étais là, je dis bon bah si je suis là, moi je vais partir tout de suite, toi, comme ça, j'arriverai plus tôt. Donc devant ça part un peu plus vite, hein, tout de suite. J'ai pris mon rythme parce que je sais que c'est dangereux, moi j'ai l'expérience maintenant, je sais que voilà, je m'enflamme pas avec un rythme qui est pas le mien et je sais que la route c'est longue, je préfère mieux finir que mal finir, donc j'ai pris le temps. La première côte ça va, la deuxième balme j'ai quand même souffert un peu. C'était long. Quand je suis descendu à la deuxième balme, j'ai descendu un peu vite. C'est là où je suis le mieux, c'est ce que je préfère, c'est les descentes. C'est là où je gagne beaucoup de temps, donc je descends bien dans le balme. Hein? T'es descendu comme une balme. Ouais, on peut dire ça si tu veux. Donc je descends bien, mais tout de suite. Au bout de 2-3 km, je sens pareil une gêne à l'intérieur de la cuisse là, les crampes qui commencent à arriver. Alors, quand tu recommences à marcher derrière, c'est compliqué. Puis après, voilà, j'ai géré, parce que les montées, c'était pas trop mon fort. Je me faisais toujours rattraper dans les montées par 2-3 personnes que je redoublais tout le temps dans les descentes. Mais donc j'ai fini comme ça. Et la dernière, la flégère, interminable sur la piste de ski là, c'est vraiment là. Je pense que limite j'aurais pu reculer même. C'était compliqué, ces 200 derniers mètres. Mais je suis content parce que les descentes, j'ai pu les faire vraiment vite et avec du plaisir, sans trop de gêne, et donc voilà, je suis content, réellement je suis content. Et tu as découvert un nouvel ustensile pratique dans la course à pied? Ouais, les bâtons, je voulais jamais prendre de bâtons, je sais pas, je m'étais dit voilà, les bâtons c'est faisable sans, et puis je connais bien Sylvaine Cuseau et j'ai toujours discuté avec elle plein de fois, elle n'a jamais pris de bâton et je me suis dit tiens, je ferais comme elle, je prendrais pas de bâton. Je peux te dire que les bâtons, je les ai testés aujourd'hui parce que j'ai eu un mauvais retour. Marathon Mont Blanc, ça aide quand même bien les bâtons, et après il faut savoir les utiliser. Je suis pas encore opérationnel, je crois. À toi, Simon, de nous parler de ta course. Le démarrage a été se passé dans des plutôt bonnes conditions, et puis tu es parti prudemment en gestion, et puis voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'avancée de ta course? Ouais, moi je sais que, ne serait-ce encore que la veille, que si je montais trop dans les tours, ça me remettait vite des problèmes un peu de respiration, donc je me suis un peu géré au cardio, et du coup tu acceptes de partir beaucoup plus loin. Je pense qu'au début je vais être environ 50e, et en fait de fil en aiguille, à partir de Champais, on s'est retrouvé avec Nicolas Martin, avec qui on se connaît pas mal, et qui avait fait un peu la même stratégie que moi parce qu'il revient de blessure. Et du coup là c'était quand même très sympa, du coup quasiment jusqu'au col de Balme, on a fait la course ensemble, à progressivement remonter. Donc au col de Balme, lui il part un peu plus vite après dans la traversée, mais on est remonté jusqu'à 11-12e, mais vraiment en gardant notre rythme. Et c'est vrai que du coup c'était un rythme assez confort, et c'était du coup c'est agréable, c'est pas moi aussi de plus profiter du paysage, que des fois si tu pars fort et du coup directement t'es un peu en prise. L'avantage de faire l'inverse, c'est que t'es plus facile un peu plus longtemps. Mais et du coup moi au fil de la course, je sentais quand même que le corps réagissait quand même un peu bizarrement. Je sentais quand même que je montais assez haut en pulse par rapport à la vitesse où j'allais. Et du coup là dans la dernière montée de la flégère, la première partie se passe encore à peu près bien, et à partir de un peu avant la piste de ski, je sens que ça va de moins en moins bien, et je pensais qu'il me restait un gel, il m'en restait plus. J'ai pris un bon coup au moral. Et du coup, là, je repère une de place, je devais être 8e, et du coup, j'arrive quand même à passer 10e en haut, mais je sens que là, ça commence vraiment à avoir des grosses crampes. Mais que normalement, je crampe jamais des quadriceps, et là, j'en avais, mais pas comme d'habitude, ça restait contracté tout le long. Enfin, je sentais que c'était pas tout à fait bizarre, et j'ai fait 50 ou 100 mètres de dénivelé de descente, et là, mais impossible, c'était plus possible de descendre. Du coup, je me suis arrêté, je faisais 10 mètres. Heureusement, il y avait Henri Emono, là, qui c'est un athlète de chez North Face qu'on s'était déjà croisé 2 fois, et qui était venu encourager la de Mathéis qui fait dans les 10. Du coup, il a pris soin de moi, qui m'a massé, qui a pris les bâtons pour me masser. Et, je sais pas, je me suis arrêté en tout, j'ai dû faire 100 mètres de dénivelé en 45 minutes, quoi. Du coup, après, c'est quand même revenu un moment. Et du coup, j'ai juste fini pour finir, parce que c'est quand même sympa de profiter de l'arrivée dans Chamonix. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même content d'avoir fait 50 bornes, on va dire, correctes par rapport au dernier mois et tout. C'est quand même déjà rassurant. Toujours un peu frustrant quand le corps lâche alors qu'il reste 4 km de descente, mais non, je pense que moi, ça reste quand même positif, notamment pour l'année prochaine. Je me dis que ça va revenir un peu frustrant sur le coup, forcément, parce que
Parce que c'est tellement proche, mais bon. Après, avec du recul, c'est quand même marrant de se dire que t'es bloqué à ce point-là et être allongé sous un arbre à se faire masser par un mec avec des bâtons. Une course, c'est quand même. Est-ce qu'il y a des photos de ça? On peut trouver ça? Non, il n'y a pas de preuves, c'est bon. Mathilde, les courses, enfin, on le sait, sont toujours des sources d'apprentissage. Est-ce qu'on apprend plus d'une course qui se passe pas comme on l'imagine qu'un succès, une course qui se passe comme sur des roulettes? À ce qui paraît, c'est ce que on m'a dit ça 2 fois hier, donc c'est un peu tôt, mais j'espère, oui. C'est sûr que mentalement, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais non, je pense qu'il y aura il va y avoir du positif derrière. Voilà, apprendre un peu à voir ses limites quand ça passe ou quand le corps il dit un peu stop. Voilà, hier, j'ai quand même essayé de partir. J'ai fait un bon départ. À Champé, j'étais en 2e position. Je suis peut-être partie même un peu vite. Et c'est après où, en fait, j'ai pas eu assez d'énergie. Enfin, je voyais que l'énergie diminuait plus vite et il y avait quand même 55 bornes à faire. Donc, voilà, je pense que ça aurait pas tenu. Mais bon, c'est sûr qu'il va falloir faire une analyse. Voilà, bon, le coach, il aime jamais trop analyser à chaud, mais je pense qu'on s'appellera plus semaine prochaine. Et voilà, tout bien analyser pour en tirer des apprentissages et revenir plus fort, ouais. Pour parler des résultats de la course plus globaux, donc c'est les Espagnols, on l'a dit tout à l'heure, qui ont trusté les 2 premières places chez les hommes et chez les femmes. Le premier Français a été Arnaud Bonin, qui a été 4e homme, et Esther Eustache, qui était 7e femme et 58e au scratch. Et il y a eu 176 abandons, c'est un peu plus de 10-11% du peloton. Je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un référentiel par rapport à ça, mais moi, ça me semble important. On ne sait pas. Ouais, c'est dur à dire. Après, oui, vous en pensez quoi? La TDS, c'était beaucoup plus la TDS. Je crois que c'est 700 abandons. Ouais, il y a une grosse casse sur la TDS. Plus courte, mais non, ça paraît pas énorme au final entre les blessures et puis les coups de chaud. On approche d'avoir la proportion des gens qui abandonnent, on va dire, avec des dossards élites, entre guillemets, et l'autre portion, est-ce qu'il y en a plus il y a des analyses à faire. Place un petit questionnaire de Proust. Je sors un bol blanc, attention. Vous n'avez pas vu, effet spécial. Hop, un bol blanc. Une petite question que vous allez poser chacun à votre voisin de gauche. Donc, il faut piocher d'abord dedans, Claude. Ouais, si tu peux passer à Mathilde. Et donc, tu vas avoir une question à poser à Mathilde, justement. Mathilde à Simon et Simon à Claude. Alors, Mathilde, qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi? Oula. Un jour dans les montagnes avec des gens qu'on apprécie, voilà, petite balade ou petit run, un enregistrement de podcast, un peu de cueillette de mûres, voilà, bon repas, du chocolat évidemment, du soleil, rigolade, des rivières, ça donne envie. C'est pas mal. Moi déjà. je veux bien ça comme journée parfaite, non? On veut tous. Mathilde, est-ce que tu as une question pour Simon? La vision du bonheur parfait. Mais non. Ah oui. Pas la journée. Le bonheur parfait, là c'est encore un cran au-dessus. Tu as eu ton bac à 13 ans, donc je sais pas combien tu as eu en philo. C'est ce que dit la légende. Bon temps. La vision du bonheur parfait. Non, très simple. En fait, juste se sentir, je pense, épanoui dans ce que tu fais au quotidien. En fait, je pense que à partir du moment où tu l'es, tu peux vivre dans le moment présent et apprécier en fait toutes les choses simples de la vie, que ce soit aller courir, que ce soit manger un bon repas, que ce soit voir des potes, que ce soit boire une bonne bière. C'est tout. 18 sur 20. Ouais, je valide aussi. Une petite question pour Claude. Ouais. Alors, Claude, la qualité que les autres te donnent. Il y en a trop, c'est laquelle choisir? Non, mais je sais pas. Réellement, la générosité, je sais pas, je dirais ça. Ouais. Je valide aussi pour te connaître un petit peu. Je confirme. Ne demande pas d'oseille, c'est pas que ça la générosité. Avant de conclure cet épisode, est-ce que vous pourriez me parler chacun de vos prochains rendez-vous sportifs? Mathilde, tu l'as dit, donc toi c'est les championnats du monde, c'est ça la prochaine étape. Est-ce qu'il y a voilà, entre les deux? Et puis voilà, Claude et Simon également. Vas-y Mathilde. Oui, moi j'ai normalement, voilà, avec le titre de la passerelle, devrait me donner le ticket. Après voilà, la sélection officielle sera quand même semaine prochaine, donc je vais attendre de voir si Adrien ne change pas d'avis après l'abandon de hier. On va croiser les doigts. Il te fera pas ça.
Simon? Moi, du coup, là, je vais déjà me reposer un coup. Et si jamais les sensations reviennent et tout, j'irai bien. Je suis jamais allé sur le festival des Templiers. C'est une belle course et du coup, à voir. Mais bon, je crois qu'il faut quand même y arriver préparé. J'aimerais bien faire la course phare. Je crois que c'est là. Il me semble qu'il y a 80. Donc, on verra au fil des semaines. Tu pourrais croiser un des invités d'aujourd'hui là-bas. là-bas. J'ai fait l'année dernière, la 76, et puis c'est une super organisation. J'y retourne cette année là, et je sais pas si j'ai fait un bon choix, mais j'ai fait l'endurance trail. Alors plus lent, ça. Donc on verra la grande, la 106. Je sais pas si c'est une bonne idée, on verra. Tu conseilles alors d'aller sur la 76, je l'ai faite, elle est merveilleuse, elle est superbe, mais et je voulais pas refaire la même course, donc c'était soit la 55 en dessous, soit la 106. Je me suis dit que ça serait l'occasion de passer la barre des 100, mais on va voir mon état. J'espère que je vais pouvoir me remettre d'ici là. Ça sent la TDS l'année prochaine ici, ça. Oh, calme. On se calme. Les bâtons, ça a commencé à servir. Ah bah là, je suis obligé, là, je vais les voir. La semaine, elle est évidemment très effervescente à l'UTMB du début à la fin. Aujourd'hui, c'est quand même une journée un peu particulière puisque bon, il y a la CCC qui est partie il y a quelques heures et il y a l'UTMB qui nous tend les bras là dans quelques heures là aussi. C'est le moment de la pause. Grosse cote, gros gain, gros respect. Je vais vous demander de vous mouiller et de faire part de vos choix et vos pronos sur l'UTMB. Donc chez les hommes, chez les femmes, je vais vous guider quand même pour faire un petit rappel de qui sera présent parmi les favoris. Il y en a beaucoup, mais en tout cas il y a des outsiders. Chez les hommes, donc Jim Wamsley, Kilian Jornet, qu'on espère sur le départ, mais a priori à 7 heures les nouvelles sont bonnes. Je crois qu'il t'a appelé Simon tout à l'heure pour te dire que c'était OK. Il me semble, un texto, je sais plus comment il était. Ouais. Exactement. Ouais. Aurélien Dunon-Palès qui avait terminé deuxième l'année dernière, Thibaut Garivier qui a une vraie chance, Mathieu Blanchard, Germain Grangier, voilà pour les hommes. Chez les femmes, Cathy Schild, Audrey Tanguy, Marianne Hogan que j'ai reçue hier, Manon Board aussi du Team Oka. C'est quoi votre vision de ce que pourrait être cette UTMB qui sera en haut de la boîte, ou en tout cas qui vous aimeriez voir en haut de la boîte? Bon, réellement, moi je voyais bien Jim, mais après vu le temps qu'il fait et tout, quand on est une Ferrari, on n'aime pas trop les temps un peu capricieux comme ça. Donc pour l'interrogation, après je mets forcément un petit coup de cœur sur Mathieu Blanchard, qui est un copain, et voilà. Et après je souhaite bonne course à tous, évidemment. J'en ai plein qui sont un peu plus derrière, Alexandre, Antoine, des potes qui courent la course, qui seront, je pense, dans le top 50 aussi. Et j'espère qu'ils feront une bonne course. Mais c'est clair, c'est un gros niveau cette année, très relevé. Mathilde. C'est les hommes, pardon, je ne sais pas parler. Oui, bien sûr, chez les femmes, moi, quand même, je vois bien Audrey. Voilà, je sais qu'elle s'y prépare vraiment à fond depuis longtemps. Voilà, déjà aux Europes, début juillet, elle était en tête dans ça, vraiment très sérieuse dans l'entraînement pour tout ça. Et voilà, l'an dernier, ça fait un loupé, mais du coup, je pense qu'elle va venir encore plus motivée cette année. Donc voilà, ça sera avec grand plaisir si je vais avoir monté sur la boîte, je pense, et même encore plus, ça serait top. Après, voilà, je serais contente aussi de voir Manon Board, qui est notre copine Oka. Et chez les hommes, je pense que Thibaut d'Oka aussi peut pas mal surprendre pour son premier long. Après pour Jim, ça va être pareil qu'Audrey. Je pense qu'il a envie de prendre sa revanche un peu de l'an dernier. Donc ouais, moi je parie sur la Team Oka. Je rembobine donc. Puis on a un jacuzzi en plus dans le chalet, donc ils sont ultra bien préparés. Ah ouais, c'est la meilleure préparation ça. Claude, chez les femmes, Manon Board, Audrey Tanguy aussi, c'est des réelles chances, tu penses? Ouais, mais elle a raison. Je pense que la Team Oka, ils ont vraiment un team athlète, franchement, qui ont vraiment je pense les meilleures chances pour bien figurer. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Je mettrai mon trail live pour voir un peu tout ça. Ça va être très disputé de toute façon. C'est indécis aussi. Il va voir les conditions, comment elles vont changer. On peut prédire tout ce qu'on veut, mais quand tu es là-haut, si la météo elle n'est pas avec toi, elle n'est pas avec toi. Hein. Surtout si t'as plus de gel comme Simon à la fin. Et Simon, après tu montes la flèche en reculant, tu te demandes si tu vas tomber comme Claude. Tes pronos, tes envies? Ouais, non, je pense que chez les filles, je suis assez d'accord. Enfin, ce serait top qu'une Française comme Audrey Tanguy ou Manon Board arrive à l'emporter. Chez les mecs, je pense que ça va être vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment tous les profils, entre des profils un peu d'expérience, des profils comme Thibaut Garivier, Tom Evans, qui n'ont pas forcément l'habitude de cette distance, mais qui sont très forts sur des 100 bornes. Je pense que ça va être intéressant à suivre. C'est difficile de donner un favori. Bon, je pense que ça reste quand même Kilian. Après, c'est vrai que Jim, je trouve que c'est intéressant sa démarche à devenir vivre en France pour s'habituer à des montagnes qu'il va rencontrer sur l'UTMB. Donc, puis ce serait,
ça a l'air d'être un bon mec, donc ce serait quand même cool qu'il arrive, que ce soit lui le premier américain à l'emporter, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Mais hâte de voir ça en tout cas, et d'être sur le bord des chemins pour les voir passer. Ça reste impressionnant. Chez les femmes, tu as une idée aussi? Ouais, ce que je disais, Audrey ou Manon. Okay. Ça marche bien. Tanguy. Merci à tous les trois. C'est la fin de cet épisode. Il est midi pile. On aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi. Merci pour votre disponibilité et puis pour ces échanges qui étaient aussi sympathiques que passionnants. Bonne continuation à tous les trois. Là, vous avez plein de projets, donc je vous souhaite de vous accomplir pleinement dans tout ce qui vous tend les bras de beau, à commencer par cette folle réjouissance de suivre l'UTMB à partir de tout à l'heure 18h. Ça va être un grand moment. La CCC déjà. Et j'allais dire aussi, évidemment, on suit la CCC. Thibaut aussi qui est sur la CCC, non? C'est Thibaut Barognan? Thibaut Barognan, bien sûr, qui est sur la CCC. Il y a Baptiste. Beaucoup, je sais pas où il en est. Ouais, j'ai pas suivi Thibaut, je sais pas trop où il en est. Qui peut faire et Baptiste, qu'on espère aussi qui marchera bien, voilà, que je reçois demain et qui viendra nous raconter justement comment se passe podium de français serait top. Ce serait beau, on le souhaite. Voilà. Merci à tous les trois. Pour ceux qui souhaiteraient assister à l'émission, rendez-vous demain à 18h. On reprend l'horaire habituel. Je ne sais pas, fait sortir du lit, mais presque. Donc voilà, une raison de plus de vous dire merci et puis merci pour le plaisir de nos échanges. À bientôt. Merci. Merci à toi, c'était top. Merci à tous. Merci.